Bonjour à tous, bienvenue au podcast Bref c'est nous sommes Michiko, Raphaël et Maude. Nous allons vous parler aujourd'hui de la transidentité et nous avons avec nous aujourd'hui Olivier qui va répondre aux questions que nous avons préparées. Bonjour Olivier. Allô. Merci beaucoup d'être venu. Alors on a notre première question. À quel âge avez-vous su que vous êtes un homme? Donc ça remonte environ mes 19 ans, 20 ans. Donc j'ai actuellement 25 ans, ça fait pas si longtemps que ça, mais il y avait des indices là, au courant quand même de mon adolescence qui me faisaient part que je n'étais pas comme les autres, j'étais différent. Et à ce moment-là, ça a vraiment été à mes 20 ans là, que la transition a commencé officiellement avec le changement de nom, les hormones là, et la première opération. Donc j'ai environ 19-20 ans là, pour le début officiel. Ok, d'accord. Ok. Ben, quand avez-vous annoncé à vos proches que vous étiez trans? J'ai commencé quand même à avoir des questionnements au niveau de mon identité vers 17-18 ans. À ce moment-là, j'étais déjà affiché comme étant quelqu'un qui était une fille aux filles, donc lesbienne à ce moment-là. Mes proches l'avaient très bien pris, ça n'avait pas été très difficile là, au niveau de l'orientation. Par contre, plus les années s'enfilaient et rendu au cégep, ben là j'ai eu plus de questionnements encore, j'ai eu des expériences différentes, j'ai rencontré plusieurs personnes aussi. Puis c'est à ce moment-là que vraiment le coming out s'est fait. La réaction des proches, ça s'est bien passé quand même. Là. On dirait que j'étais plus effrayée que mes proches réagissent mal. Je m'étais toujours fait le pire scénario et tout ça. Mais au final, là, ça a vraiment bien été. J'ai été accueillie par ma famille plus proche. Au niveau de la famille élargie, je viens d'une région là, quand même assez éloignée. Donc des fois, il y a des gens qui peuvent mal le percevoir. Il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est sûrement une passe, un passage. » Ouais, mais c'est ça. En fait, ça peut être bien vu dans certains endroits là, qu'au niveau de l'humain, il y a des changements, tout ça, que les gens ils vont vraiment être ouverts. Au Québec, on est chanceux au niveau là, de l'homophobie, la transphobie, c'est vraiment moins grave que dans d'autres pays. Mais ma famille, ça a très bien été. C'est sûr que j'ai eu des questionnements beaucoup. Il y a des gens qui, à la première fois que j'en ai parlé, ça a été vraiment un gros silence. Ils ont figé. Pas de questions, pas de ok, je comprends, pas de ah ben félicitations. Ça a vraiment été froid avec eux. Mais par la suite, avec des discussions, des appels et tout ça, ben là, on a pu en discuter. Puis la plupart des gens étaient vraiment heureux que je me choisisse puis qu'au fait, ben j'arrive à être qui je suis. Parce que c'est difficile aussi de vivre dans un corps qui n'est pas le tien. Donc, des fois, on a des gens, mettons, qui ont une maladie, qui se sentent pris dans leur corps. Ben moi, c'est effectivement ça, la problématique que j'avais, c'est que j'étais pas dans le corps qui me permettait de m'exprimer moi. Donc, ma petite voix en dedans, c'était toujours quelqu'un d'autre qui était comme, ben là, voyons, on n'est pas une fille, qu'est-ce qui se passe, normalement. Et à ce moment-là, ben, j'ai eu de l'aide aussi de thérapeutes là, pour me permettre de faire ma transition. Donc, ça, c'est vraiment un moyen là, de bien faire les choses, d'être capable de bien l'exprimer. Parce que c'est pas du jour au lendemain où tu arrives, bon, ben, je ne suis plus une fille, je suis maintenant un homme. Il y a des parents qui peuvent être vraiment surpris par ça, donc j'ai vraiment préparé le terrain. J'ai laissé aussi des indices un peu partout dans la maison. Des livres qui parlaient de ça, un drapeau, donc j'ai laissé un peu des indices. Je faisais un peu le petit poussé, là, mais ouais. Mais tu sais, tu disais que comme il y a des gens qui étaient juste blank, comme qui avaient aucune réaction, mais tu sais, genre, je pense, parce que tu as dit que c'est le 5 ans que tu as fait ton coming out, mais genre, on n'en parlait pas tant que ça non plus. Fait que, tu sais, la transidentité, tu as dit pas transsexualité. La transidentité, comme. Tu sais, je peux comprendre qu'il était blank dans le sens qu'on n'avait aucune information là-dessus. Tu sais, t'es comme, ok, comment j'endose ça, je sais même pas c'est quoi. Tu sais, comme. Ouais, ben, l'ignorance peut faire en sorte que plusieurs personnes vont pas vouloir réagir pour pas brusquer l'autre. Il y en a qui ont réagi, puis tu sais, ça leur appartient. Donc, moi, je contrôle la façon dont je vais m'exprimer, comment je vais l'expliquer. Mais je contrôle pas comment la personne va réagir et j'ai préféré leur laisser vraiment l'espace libre pour qu'ils réagissent. Il y en a que ça a été des pleurs, il y en a que ça a été, ben, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de toi qu'on a connu pendant 20 ans comme ça va être difficile de changer ton nom, de t'associer à un autre genre. Mais je les ai rassurés en disant que ben, c'est un processus, c'est une démarche. C'est pas du jour au lendemain que ça change comme ça. Puis même moi, il a fallu que je m'adapte, il a fallu que je choisisse mon nom. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde, comme moi je l'ai puis je choisis mon nom. Tu sais, j'ai décidé vraiment d'y aller là, avec une façon totalement différente. Mais justement, je voulais que les gens réagissent comme ils voulaient. Puis on tourne vers 5 ans. À ce moment-là, il y avait une émission qui s'appelait Moi et compagnie, qui parlait dans le fond de quelques personnes qui étaient trans. Ben, c'est les débuts, c'est les premiers balbutiements de l'ouverture au public, puis le fait que les gens voient pas comme les trans étant des malades mentaux, tu sais. Donc ça a été ça aussi, là, une chance que j'ai des amis qui étaient très ouverts à ça.
Et qu'au cégep, j'ai pu avoir du soutien parce que ça n'aurait pas été aussi rose là, que ça. Là, mettons que je me repitche dans 10 ans, là, là 10 ans, c'était pas autant facile de faire ça, là, donc j'ai quand même été chanceux d'avoir une belle équipe là, avec moi. Puis, j'ai comme une autre question par rapport à toi, c'était sur ta feuille? Non, c'était... Ok, vas-y. Ben, je m'en rappelle pas, est-ce que tu as dit, c'était quand à peu près, genre entre... ça a duré combien de temps entre que tu le saches jusqu'à temps que tu le dises? Ouais, ben les premiers questionnements que j'ai eus, là, c'est vraiment dans le coin là, de 17-18 ans. À ce moment-là, ben j'avais... je faisais des expériences dans mes relations amoureuses, je testais, est-ce que je suis plus à l'aise comme ça? Je me suis posé des questions aussi, est-ce que je suis vraiment attirée par les filles, ou est-ce que je suis attirée par les deux, ou est-ce que c'est peut-être de la jalousie envers les gars, je sais pas. Donc j'ai vraiment fait un gros cheminement pour me rendre compte, ben, au final, mon orientation sexuelle, c'est vraiment, je suis hétéro, donc je me prends comme une personne qui est un homme, qui aime les femmes. Mais là, un peu, il y a une problématique, là. J'étais pas un homme, là. Mais quand j'étais avec les autres, j'aimais ça qu'on m'appelle Big Chum, hey mon gars, mon grand. Et quand c'était une connotation féminine, j'avais pas l'impression qu'on me parlait. Donc à ce moment-là, c'est là que ça a commencé à décliquer. Puis il est arrivé des événements dans ma vie personnelle qui ont fait en sorte que j'ai dû aller consulter. Puis à ce moment-là, c'était avec la psychologue au cégep que j'ai dit, ben, est-ce que ça serait bizarre de te demander de pas m'appeler elle, mais de m'appeler il, puis qu'on essaie un surnom. Donc dès que je rentrais dans le bureau de la psychologue et que je fermais la porte, ben, je devenais il. Et c'était les meilleurs moments de les semaines que je passais là-bas. Donc à ce moment-là, j'étais comme, ok, là on va enclencher un petit peu plus. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un travailleur social qui est spécialisé là-dedans. Puis là, on en est venu à la conclusion qu'effectivement, là, j'étais vraiment rendu dans ma tête. Mais il faut être sûr à 200% là, que c'est vraiment ça le choix parce que c'est irréversible, les changements. Donc moi, j'étais prêt. Puis effectivement, quand on revoit moi avant, ben, il y a beaucoup d'indices là, qui connotent le fait que c'était pas... j'étais pas vers la féminité quand j'étais plus jeune, j'étais plus vers les choses masculines. C'est très stéréotypé ce que je dis, mais c'est ça qui me permet aussi d'expliquer que ça n'a pas été surprenant pour ma mère, du tout. Dès le secondaire, elle me posait des questions, t'es-tu bien dans ta peau, est-ce que t'es vraiment une fille? J'étais comme, non, maman, je veux pas m'entendre parler, puis non, c'est mes affaires, c'est ma vie. Mais c'est avec elle que j'ai eu les plus belles discussions au début pour me rendre compte que, ben, effectivement, peut-être que plus tard, ben, je veux me marier, mais ce sera pas moi qui vais être en blanc. Ouais. Mais c'est ça, t'as dit 16-17 ans que comme t'as commencé à te questionner, mais là, comme tu viens de dire, avant ça, il y avait quand même des signes. C'est juste que genre, tu voulais pas le voir, là. Non, c'est ça, ben, tu sais, j'ai quand même grandi avec certains modèles, là, qui étaient des personnes, des lesbiennes, ou des filles attirées par les filles qui étaient assez, là, tomboy, tu sais, la coupe de cheveux courts, tout ça, là, j'étais comme, ben, je m'associe vraiment à eux, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Puis c'est cet aspect-là, et dans les livres, ben, j'étais toujours portée à m'associer aux personnages masculins. Dans les lettres que j'écrivais toujours il, mais je me rendais pas compte jusqu'à temps que je me fasse corriger par les profs qui étaient comme, ben, c'est écrit au jeu, là, faut que tu mettes des E partout. J'étais comme, ben là, non, c'est E, là. Ouais, c'est ça. Cool. T'avais une question tantôt? Mais c'était ça, c'est elle que j'ai c'est ça? dit. Ouais. Veux-tu y aller, Nico? Avec ta prochaine question? C'était... Ouais, c'était ça. Ah, ou rapide. Quand est-ce que vous avez débuté votre transition physique? La transition physique 2016, la date, c'est le 4 juillet 2016 que j'ai fait mon opération qui s'appelle une mastectomie. Donc j'ai masculinisé mon torse. Donc j'ai rencontré des docteurs à la clinique à Montréal, donc ça s'appelle le GRS Montréal. C'est la clinique au Québec qui permet de faire des chirurgies là, de réassignation de genre. C'est la seule? Oui, la seule au Québec. Donc sinon, c'est Vancouver aux États-Unis, ça peut coûter très cher. Okay. Alors ici, on est chanceux avec la Régie d'assurance maladie du Québec, j'ai pu me faire repayer l'opération. Tout ce qui venait à côté, ça c'est autre chose, mais l'opération en tant que telle, là, a été repayée. Alors, j'ai été opéré par Maude Bélanger, qui est la chirurgienne esthétique là-bas. Mastectomie, dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller prendre les tissus mammaires et ils vont les brûler. Donc, moi, j'avais un bonnet C à ce moment-là, donc trop de poitrine pour avoir juste une petite cicatrice. Alors, ils m'ont ouvert de l'aisselle ici au centre, ils ont pris à côté jusqu'à l'aisselle. Donc, j'ai vraiment une très grosse cicatrice, mais cette cicatrice-là est tellement un signe de relâchement. J'ai pu cet attrait-là féminin que je détestais
Je portais des tops de sport, je me tapais les seins pour en avoir le moins possible, pour pas que ça paraisse. Donc c'était malsain pour le corps. Donc quand je me suis fait opérer, ça a été vraiment le gros relief. Puis ça a été beaucoup d'émotions, ça a été vraiment un moment merveilleux. Donc ça a été en 2016 pour la mastectomie. Ça a été un long processus de réhabilitation parce que tu passes 1 mois sans pouvoir bouger les bras. Fait que t'es comme un petit rectangle là. Donc tu deviens vraiment pas autonome du tout. Donc à ce moment-là, ma blonde, qui est ma blonde actuelle, elle a dû vraiment m'aider à travers les soins, tout ça. Ma mère m'a lavé dans le bain comme un enfant avec la petite serviette. Là, je pouvais pas me laver moi-même, donc c'est plus difficile à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que ça a été des émotions très positives. Et ensuite, j'ai eu la seconde opération qui est une hystérectomie. Donc l'hystérectomie, c'est le retrait des trompes de Fallope, des ovaires et de l'utérus. Donc, plus de machine à bébé, ça c'est terminé. Ça faisait vraiment partie là, de mon cheminement, de me trouver vraiment plus à l'aise avec mon corps. L'idée que je pouvais donner naissance à quelqu'un m'horrifiait. J'étais terrifiée à l'idée que ça m'arrive. Je comprenais pas pourquoi j'avais des règles, j'étais fâchée à chaque fois. C'était pas une fâchée, genre j'ai mal, c'est fâché, comme voyons que ça m'arrive à moi, je suis pas supposée avoir ça. Donc, ça c'est arrivé en décembre 2019 ou 2018, si je me trompe pas. Et ça a été quelque chose de très psychologique. Donc, je voyais des gens qui étaient en grosse douleur après cette opération-là. Moi, 2 jours plus tard, je faisais le ménage chez nous. C'était vraiment psychologique, donc on pense souvent que la douleur est très physique. Mais moi, j'avais tellement hâte de me débarrasser de ça que ça a été vraiment... bon, ben c'est fait, let's go, on passe à autre chose. Et là, j'ai pas fait nécessairement d'autres opérations là, de ce côté-là, puisque ça prend vraiment beaucoup là, de temps, de sous. Ça prend des lettres des psychologues pour vraiment permettre l'opération. Il faut que tu sois extrêmement sûr de ce que tu fais, parce que justement, les opérations sont irréversibles. Donc, on te pose beaucoup de questions, on te demande jusqu'à la dernière minute, est-ce que tu es vraiment sûr que tu le fais? Donc, c'est important le consentement médical, mais encore plus pour ce genre de chirurgie. Aussi, je pense que c'est 18 ans et plus pour être sûr de... Ouais, donc au niveau des hormones, si je me trompe pas, peut-être que c'est 16 ans, vu que dans le fond, à 16 ans, tu as le droit d'avoir là, des traitements par les médecins sans que les parents le sachent, mais je vais plus dire 18 parce qu'il y a peut-être des lois qui ont changé récemment. Mais les opérations, c'est sûr qu'il faut avoir la majorité là, pour y aller tout seul. C'est toujours mieux d'être accompagné, par exemple, parce que ce qu'ils te donnent, c'est assez fort, donc tu conduis pas après. Là. Non. Mais je pense que le mot d'ordre, c'est d'avoir du soutien, d'être capable là, d'avoir un cercle social autour de toi qui va t'aider. Puis c'est pas toujours des journées très fun à vivre. Des fois, tu es en douleur, tu es impatient. Mais quand tu te rends compte de tous les bienfaits que ça t'apporte, tu te dis, ça va être une pincée de douleur pour le bonheur que je vais avoir plus tard. Puis je pense qu'il faut voir un psychologue comme un nombre de rencontres avant de faire ces opérations-là, non? En fait, il faut avoir des lettres qui recommandent, dans le fond, et qui autorisent l'opération pour être sûr, là, dans le fond, au niveau que le médecin ou la médecin là-bas qui fait la chirurgie, elle se fasse pas poursuivre. Donc, c'est vraiment une question juridique, puis ça d'être sûr à 200% encore que le patient ou l'usager soit vraiment en accord et consent là, à cette opération-là, parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'impact sur la santé. Puis c'est pas tout le monde qui va faire comme bon, moi ça me tente d'enlever ma poitrine, faisons-le. Puis il y a beaucoup d'attentes aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Oh ouais. Est-ce que tu sais, genre, le pourcentage de gens qui le font? J'ai pas le pourcentage en tête, mais j'ai attendu 6 mois pour ma première opération. Ok, ouais. Pour la mastectomie, qui est quand même une opération là, très esthétique. Mais je pense que pour la phalloplastie, c'est encore plus long le niveau d'attente parce que c'est 2 opérations en une qui est très demandante pour le corps. Là, donc, c'est une clinique parmi tant d'autres, mais c'est une clinique qui est spécialisée aussi et c'est la seule à Québec. Là, donc, ouais, ça fait des longues listes d'attente. Ouais. Je crois qu'il y avait une série sur un documentaire sur cette clinique-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement, donc il y a aussi un site internet où les gens peuvent aller voir des résultats d'opération. Donc, c'est pas pour les faibles au niveau de l'estomac, parce que des fois, il y a des cicatrices, ça peut pas être évident, là, mais si jamais vous êtes curieux, dans le fond, sur le GRS Montréal, là, il y a des façons de voir aussi les procédures, comment ça se fait. Il y a des documents aussi qui renseignent les gens sur c'est quoi les impacts possibles, la réhabilitation qui est demandée. Puis l'équipe là-bas est vraiment le A1, là, les documents se rendent, les rencontres, les zooms aussi qu'on a avec les médecins par la suite, là, donc c'est vraiment facilitant.
Donc, une chance que l'équipe est vraiment comme ça coche, là, parce que c'est quand même difficile à passer. Là. Il y a des gens qui le font seuls, ce processus-là. Donc, l'équipe là-bas est vraiment très, très soudante. Ça, j'avais commencé la série, c'est assez intense. Ouais. Les images sont parfois choquantes. Ouais, ben, ils montrent pendant l'opération aussi. Ouais. Ok. Ça dépend vraiment lesquels que vous avez regardé, mais il y a des épisodes aussi qui, justement, ils n'ont pas le choix de mettre la vie avant le début de l'émission pour dire attention, âme sensible, se retenir, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une vaginoplastie. Là. C'est ça. Cool. Ben, on peut passer à la prochaine question. Prochaine question, ben, c'est pour revenir au sujet de tes proches. Ouais. Est-ce qu'ils ont pris du temps à s'adapter ou ils ont eu de la difficulté à s'adapter? Dans ma famille très proche, dans le fond, mes 2 sœurs et mes parents, ça a été un peu de tout. Donc, mes sœurs, ça a été assez rapidement, là, donc les déclics pour changer le nom. J'ai pris aussi un nom qui ne ressemblait pas vraiment à mon dead name, donc le nom que j'avais avant. Alors, ça a facilité les choses, là, que ce soit pas du tout le même nom, ça commence pas par la même lettre. Donc, j'ai évité là, de faire de quoi d'ambigu. Donc, mes sœurs, c'était facile. Ma mère aussi. Ma mère a vraiment compris là, les raisons pourquoi je le faisais. Ça a été au niveau de mon père. Là, il a fait une espèce de mélange entre mon ancien nom et mon nouveau. Ce qui m'a vraiment là, frustré longtemps. Puis ça m'a vraiment amené à me poser des questions à quel point mon père ne voulait pas laisser partir ce côté féminin-là de moi. Puis j'ai dit, tu sais, je suis encore là, je suis encore la même personne. C'est juste l'enveloppe qui change. Là. Donc ça a été plus difficile. Il y a des oncles et des tantes aussi que quand tu les vois 3-4 fois par année, ben, ils se sont trompés pendant les 2 premières années qu'on s'est vus. Mais tu sais, je blâmerais pas une personne que ça fait 20 ans qu'il me connaît sous un nom, puis qui se trompe pendant les 5-6 fois qu'on se voit après. Il y a des gens, ça a été là, comme ça. Les amis proches, ça a été les premiers. Je pense que c'est aussi avec eux que j'avais testé quel nom j'allais prendre, là, parce que c'est pas du jour au lendemain où tu décides comme, bah, je vais m'appeler genre Bertrand. Tu sais, il faut que tu choisisses un peu, il faut que tu sois capable aussi que ce soit rapide, que tu te retournes, que tu te reconnaisses, que tu sois capable de le signer aussi ton nom, parce que tu le sais ton nom, on parle beaucoup après, là, fait que ça a été toute qu'une histoire, mais j'avais essayé 3 noms différents, puis j'étais pas capable de mettre le doigt sur un nom qui me ressemblait. Puis à un moment donné, ben, j'ai demandé à mes parents de me sortir mon acte de naissance pour des procédures. Puis à ce moment-là, mon père il dit « Oh, ta mère doit savoir c'est où effectivement dans la maison. » Fait qu'on descend en bas, ma mère et moi. Puis j'ai demandé, j'ai dit « Ben, j'avais été un gars, là. Ça aurait été quoi mon nom? » Puis là, ma mère a dit « Ben, j'avais en tête Olivier. » Parce que je trouvais ça très beau comme Olivier, comme un Olivier, un arbre. Puis ben, pour rendre hommage à mes parents, ben, j'ai décidé de prendre le nom qu'il m'aurait donné si j'avais été un homme là, dès la naissance. Donc, c'est effectivement ma mère qui a choisi mon nom. C'est beau! Ouais. Puis, je me demande, c'est à qui que tu as parlé en premier à propos de ça? Ta psychologue, ta mère, tes amis? Ben, j'allais à la maison des jeunes quand j'étais très jeune. Donc, j'ai déjà eu des conversations sur l'orientation puis l'identité là, avec des intervenants, mais ça m'avait pas comme nécessairement touché à ce moment-là. Mais j'ai 2-3 amis avec qui j'étais très proche et c'est à ces personnes-là que j'avais commencé à en parler. Des collègues de travail aussi, que ça faisait des années que j'étais avec eux au travail. Et là, ça a été vraiment plus des conversations, là, les 2-3 heures là, qu'on passe ensemble dans des milieux où je savais que les gens n'allaient pas pouvoir écouter tout ça. Donc, les amis, ça a été le premier. Suivi de ma fréquentation / conjointe de ce moment-là. Puis après ça, ben, ça a été mes parents, mes sœurs. C'est sûr que mon père a été la première personne à qui je voulais parler entre mes parents. Puisque mon père, c'est vraiment plus le nerf de guerre. Là. Mais ça a été vraiment très bien reçu. Puis au niveau de la psychologue, puis du thérapeute après ça, c'était comme... Je le savais que ça allait bien passer. Donc avec eux, je m'en faisais vraiment moins, mais avec mes amis, je voulais vraiment préparer le terrain pour être sûr qu'ils me reçoivent et qu'ils m'accueillent là, comme j'étais. Puis t'étais avec ta conjointe avant ta transition? Ben, mon ex a été avec moi là, dans les débuts. Okay. Il y a eu une rupture entre les 2-3 premiers mois de ma transition. Puis après ça, ben, je sortais avec la fille avec qui je suis actuellement, que je vais me marier l'an prochain. Là, donc,
C'est avec elle que j'ai fait le plus gros du travail, mais effectivement, elle m'a connue aussi avant, là, donc elle savait en partant dans quoi elle s'embarquait, puis j'étais comme, ben, je vais te le dire tout de suite, avec moi, tu pourras prendre des enfants naturels, ça va peut-être être compliqué, tout ça, mais elle était prête à sacrifier tout ça pour être avec moi, fait que... C'est beau ça aussi. La prochaine question, c'était quel conseil donneriez-vous à vous-même avant votre coming-out? Mon mini-moi. Je pense que de me faire plus confiance. Donc, de ne pas avoir peur d'y aller, tu sais. J'étais déjà à me remettre à demain ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être pu être plus rapide. Ça aurait été peut-être une question de 1 an, 2 ans plus tôt. OK. Mais j'étais pas prêt à avoir le regard des autres. J'étais pas prêt à affronter le monde en tant que gars. Parce que la forteresse que j'avais en tant que fille, ça faisait longtemps que je la construisais, tu sais. Moi, il n'y avait rien qui me passait sur le dos, puis ah ouais, let's go, je rentre dans le tas, pas de trouble, je parlais fort, j'avais une personnalité vraiment forte. Et là, le mini Oli qui se présente devant tout le monde, qui est caché derrière une façade depuis 20 ans, ben, il était pas tant prêt à recevoir autant de haine, autant de questions, autant de ben voyons, tu sors maintenant, tu sais. Fait que je pense de se faire confiance. C'est sûr que si j'avais de quoi changer, je pense que j'irais vraiment plus directement au bout des choses que de passer par 10 millions de chemins. Ça a été long avant que je mette le doigt dessus. Mais je pense que ce processus-là fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis tellement sûr de qui je suis que je suis quand même fier de comment que j'ai pu faire ça là, dans le fond. C'est important de prendre le temps d'être sûr de C'est mettre ça. prêt, là. C'est ça, t'as comme pris le temps de plus te poser de questions, sûrement, vu que ça a été plus long, là, fait que c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus, tu sais. Non. Ouais, mais il y a des gens qui vont prendre des décisions de façon impulsive, puis je voulais pas que ce soit le cas. Je voulais pas faire ok, c'est beau, je me jette là-dedans, puis je m'y connais pas, je me suis pas renseigné, j'ai pas rencontré quelqu'un comme ça, tout ça. Donc j'ai fait une grande recherche là, sur les informations, ce qui était disponible. J'ai regardé aussi, il y a des émissions qui en parlent, tu sais, c'est comment qu'au Québec c'est en ce moment là-dessus. Puis j'ai fait mon petit chemin tout seul, mais je me suis garni d'une petite armure avant pour être bien sûr que si j'avais des gens qui allaient mal réagir, j'allais être prêt puis ça allait pas me faire effondrer. Donc c'est difficile aussi de s'avouer à soi-même que ça fait 20 ans que tu vis dans le mauvais corps puis que là maintenant c'est ton vrai toi qui est devant tout le monde. Et c'est difficile aussi là, les hormones là, sur le caractère, l'agressivité, la libido, la façon dont tu te vois. Ça a été vraiment là, difficile, puis encore aujourd'hui je la vois dans le miroir. Là. Donc, tu sais, même si j'ai un aspect très masculin, des fois je suis comme ah, bon ben ce gilet-là, on va pas le mettre aujourd'hui parce que. Ouais, tu te vois comme t'étais avant, genre. Ouais, malgré le fait que la barbe, les cheveux courts, l'attrait masculin, ouais, des fois je la vois puis je suis comme ouf, ok, c'est une mauvaise journée, mais tu sais, des fois il faut regarder un peu en arrière de soi pour se dire comme crème tout le chemin que j'ai parcouru, je suis rendu là. Fait que c'est pas juste au niveau de la transition, au niveau de l'orientation sexuelle, peu importe, c'est vraiment d'être fier de ce qu'on a accompli puis se dire ben il y a des victoires qui s'en viennent. Pour tous les efforts que j'ai faits, le résultat arrivera pas demain matin. Là, fait que faut prendre le temps, puis faut se dire aussi que on a une vie. Puis de passer son temps à regretter, puis à dire j'aurais pu changer les choses, puis ben tu regardes pas en avant pendant ce temps-là. Fait que tu peux peut-être manquer des choses importantes, des bons souvenirs, des bons moments. Fait que je préfère me dire ben tant qu'à faire quelque chose, on le fait bien, puis rendu là, je l'aurais fait. Au moins, j'aurais essayé. Ouais, c'est ça, ça a peut-être pris plus de temps, mais maintenant, où est-ce que t'es rendu, comme, c'est parfait. Là. Voilà. La prochaine question, c'était-tu celle-là ou celle-là? L'avais-tu C'était quel conseil est-ce que tu donnerais aux autres personnes trans? Aux autres personnes trans, ça c'est une bonne question. J'avais lu en plus, puis je m'étais dit, crime, je sais pas quoi dire.
Genre avant leur transition ou comme. Ben, juste genre, les personnes, mettons, Les personnes qui se questionnent, genre. les personnes qui se questionnent ou les personnes qui Ok, qui viennent juste de débuter la transition puis qui savent pas ce qui s'en vient dans le futur puis qui ont un peu peur, je sais pas. Tant qu'à faire quelque chose, on le fait bien. Assume-toi, pour vrai. Il y a personne qui va faire 1 kilomètre dans tes souliers, comme toi, tu vas l'avoir fait. Puis 1 kilomètre, c'est long. 1 kilomètre avec une roche dans le soulier, là, puis cette roche-là, c'est toi, là. T'es ton propre combat, tout le temps. Comment je me sens, comment je me vois, est-ce que je suis attirant, est-ce que je vais avoir quelqu'un dans ma vie un jour qui va m'aimer comme que je suis, est-ce que je vais avoir du succès au travail? Mais ça, c'est des questions que c'est à toi de répondre. C'est pas aux autres. Et même si les autres, là, ils te lancent des roches, là, ben, ça fait quoi? Rendu là, c'est leur roche à eux autres. Fait que, vis ta vie pour toi. Mais prends le temps de parler. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est prends le temps de le nommer, prends le temps de t'exprimer, puis que ce soit une bonne journée, une mauvaise journée, que un matin tu t'es levé et tu as une couette qui veut pas arriver du bon côté de ta tête. Là, mais là cette couette-là, là, elle va peut-être gâcher ta journée. Là. C'est une couette de cheveux. Mais est-ce que cette couette-là, tu vas en faire tout qu'un plat? C'est comme un point noir sur une feuille blanche. Tu vas pouvoir me parler du point noir pendant 20 minutes. Il y a tout le blanc à côté. Pourquoi t'en parles pas de ça? Mais ça, c'est positif et ça, c'est négatif. Donc, être en processus de transition, se poser des questions, c'est évident pour personne. Tout le monde y va à son rythme, tout le monde est différent. Mais c'est de voir le positif. Tu as besoin d'aide, ben, il y a des ressources pour toi. Il y a des gens en clavardage, en téléphone, en vrai. Il y a des professionnels. Il y a des gens qui l'ont. Ouais, dans les maisons de jeunes, c'est ça. Mais il y a aussi des professionnels qui sont là pour t'aider. Il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans, mais aussi des organismes qui sont en parrainage. Donc, c'est quoi de mettre un post sur Facebook anonyme et de dire j'aimerais ça parler à quelqu'un de trans? Mais fais-le! C'est pas parce que cette personne-là a vécu sa transition comme ça que toi tu vas faire exactement la même chose. Mais de parler, de t'informer, puis de t'exprimer comment ça va. Ça peut t'amener bien plus loin que tu le penses. Fait que je pense que c'est ça que j'aurais à dire. Beaucoup de conseils en un, là, mais. C'est un bon conseil. La première question c'était dans tes mots, quelle est la définition de la transidentité? Je pense que la transidentité, c'est un humain qui assume son genre ressenti et exprimé, tout en étant à l'aise avec le corps qu'il a. Je pense que c'est pas mal ça. Puis j'ai une question, pourquoi? Parce que tantôt, on t'a demandé hors caméra, là, genre pourquoi on dit pas transsexualité versus transidentité? Comme c'est quoi la différence? Ou... Ben, en fait, c'est vraiment une question là, très... il y a plusieurs personnes qui s'entendent plus pour transsexualité, d'autres transidentité, tout ça. Mais moi, personnellement, quand je parle de mon parcours, je préfère dire transidentité parce que on réfère vraiment à l'identité de la personne, comment elle se définit. Transsexualité, moi, je trouve que c'est une connotation plus physique. Ça ramène à la biologie de la personne, ça ramène à ses organes, tout ça. Alors, je trouve que c'est moins confrontant de parler de transidentité. Ça va vraiment plus rejoindre le message de ce que j'ai dans mes pantalons, ça regarde personne. Fait que, tu sais, parler de transsexualité, je trouve que ça réfère vraiment plus à l'image physique de ça. Alors, transidentité, je trouve que c'est plus accessible au niveau de la communication puis de la conversation. Donc, c'est une préférence que j'ai. De là dire la différence entre les deux, il y en a sûrement, il y en a qui vont préférer transsexualité, il y en a qui vont dire ben c'est dans le DSM, donc le dictionnaire de la santé mentale, c'est ça. Ben, rendu là. C'est personnel. C'est personnel, c'est une préférence. Là, fait que je pense que si vous voulez plus vous informer, c'est vraiment plus là, au niveau d'Internet, il y a des sources fiables, donc Wikipédia, c'est pas une source fiable. Ça, là, mais je pense que quand on parle plus, puis quand moi je suis là, je préfère dire transidentité là, que transsexuel, c'est un petit peu plus quand même physique, là, selon moi. Ok. Donc, prochaine question. Quelle a été la plus grande épreuve depuis que vous savez que vous êtes un homme? La plus grande épreuve. Je pense que
c'est d'avoir affaire à la masculinité toxique. Le fait que il y a une mentalité que les hommes n'ont pas le droit d'être sensibles, qui n'ont pas le droit de montrer leur sensibilité, d'être empathique, d'être présent, d'être romantique, de bien s'habiller, de prendre soin de leur peau, tout ça. Ça vient de où, tout ça? Tu sais, c'est correct. Tu sais, un homme qui pleure, oh mon Dieu, là, c'est un homme qui est faible. Non. C'est un homme qui assume comment il se sent, c'est un homme qui est présent pour lui-même. Donc, d'avoir affaire à ça, ça m'a grandement peiné. Je pense que c'est plus ça l'épreuve. J'ai pas nécessairement de moment clé, là, les opérations en tant que telles, c'est des épreuves, mais je crois que d'être confronté à cette pression-là, d'être un monsieur incroyable tout le temps, puis de jamais avoir des émotions négatives, puis de toujours être l'homme fort, puis on n'est plus rendu là. Les gens évoluent, ça fait des années qu'on n'est plus comme ça. Il faut commencer à agir, puis prévenir ça. Montrer aux plus jeunes que c'est correct d'avoir des émotions, c'est normal, c'est humain, puis qu'un garçon joue avec des poupées, ou qui joue avec des Hot Wheels, ou qui joue à la cuisine, c'est un humain, c'est un enfant. On peut-tu juste évoluer comme qu'on veut, puis je pense que c'est ça la beauté de l'humanité, on s'adapte. Vraiment. Puis je pense qu'on commence à faire du chemin tranquillement, pas vite. Ouais, on s'en vient. Mais c'est tellement ancré, là, c'est fou. T'sais, ouais, un homme qui pleure, c'est rare qu'on voit ça, là. En tout cas. Mais oui, c'est pas un bon message que tu dis, je suis tellement d'accord. Ouais. La prochaine question. Quelle est la maladresse que tu as le plus remarqué que les gens font ou disent depuis votre transition ou votre coming out? Si vous voyez et tutoyer dans la même phrase. Ouais. Ben, je vais vous poser une question. A priori, quand vous m'avez vu en premier, vous avez pensé, c'est un gars, c'est il. Mais quand on rencontre quelqu'un qui transitionne, parfois on a des moments où on n'est pas capable de genrer la personne. Et c'est un réflexe psychologique, là. C'est inné. Donc, c'est dès qu'en partant, tu vas catégoriser cette personne-là. Un homme ou une femme. Ou quelqu'un de non-binaire, mais on y revient. Et là, il y a un moment où j'avais pas encore mué. J'avais pas encore de barbe. Et j'avais encore mes seins. Le portrait étant que, bien que j'essayais d'être masculin, les gens se trompaient. Donc, ils misgenraient un peu qu'est-ce qui se passait. Et c'est maladroit, la plupart des gens. Il y a des proches aussi qui m'ont parlé de moi au elle. Mais tiens, encore là, c'est pas avec une mauvaise intention. Si quelqu'un me disait comme je parle de elle, non, mais tu sais, ça fait des années que c'est passé, puis rendu là, c'est plus tellement d'insultes. Mais je pense que la pire des maladresses, c'est vraiment de pas demander à la personne son pronom. Puis d'essayer. Ou simplement de poser la question comme toi, t'es comme un gars. Puis je suis comme ouais. Puis après ça, comme ok. Puis toujours un malaise après parce que je suis comme mais je t'ai répondu oui, fait qu'on peut-tu juste jaser si je suis un humain parmi tant d'autres, tu sais. Mais c'est la même chose aussi, je pense que c'est juste des questions qu'il faut se poser puis se dire ben l'approche, il faut la changer. Donc, hey, c'est quoi ton prénom que tu utilises? C'est l'accueil qu'on devrait donner. Et du même coup, de ne pas dire t'as-tu une petite blonde ou un petit chum dans ta vie, c'est as-tu un partenaire? As-tu un kick sur quelqu'un? C'est général, donc ça discrimine personne, puis ça va pas être hétéronormatif non plus. Puis j'ai une question, genre, parce que là, tu as changé ton nom comme pendant ta transition, mais est-ce que tu l'as changé, mettons, à quel moment tu l'as changé? Est-ce que c'est Dès le début. Avant que tu aies pris des hormones, puis tout, c'est dès le début? Ouais, les hormones, je les ai eues le 3 octobre, puis ma demande de changement de nom, je l'ai faite le 5. Ok. Ouais. C'est long? Ça a été long, dans le sens que c'est beaucoup de bureaucratie à faire. Par contre, quand j'ai lu les documents, c'était assez facile. Là, c'est plus au niveau scolaire. Là.
Les changements d'idylle, puis le. Tu sais, dans le fond, ton code permanent, c'est ton nom de famille, puis un code, l'arabe-q sur ton carte. Puis toutes les cartes, faut que tu échanges. Et pendant 1 an et demi, là, j'étais un espion. J'avais 2 ans. Fait que dépendamment sur quoi je me faisais comme interpeller ou arrêter, je sais pas, tu fais un café, le gars, tu sais. Quelle carte tu choisis, là? C'est ça, mais tu sais, la première fois, mettons, où j'ai acheté du loto, puis j'étais un gars, j'étais comme, tu me cartes-tu? La personne est comme, ah ben ouais, j'étais comme, putain. J'étais full content de montrer ma carte, puis t'es comme, ok. Mais c'est ça, je retournais à mes 18 ans, la première fois, je me suis fait carter. Mais il y a des mauvais côtés aussi à être un gars, de façon bureaucratique, c'est que ça coûte cher. Ah, c'est vrai, les assurances de char. Les assurances de char, hey, je suis la même personne. On s'entend, là? Moi, genre, avant le 3 octobre, moi, dépassé le 3 octobre, je suis le même individu. Ah non. Ah non. Tu te sens pas plus dangereux depuis que t'as pris des hormones? Non, c'est ça. J'ai eu une augmentation de 24 piastres. Dans tes assurances de char? Parce que j'étais un gars. Maintenant, mais j'ai pas changé d'auto, là. J'ai pas changé de conduite. Ouais. Ouais, parce que les gars entre 25 ans et moins. Ouais, 25 ans et moins font plus d'accidents de voiture, fait que les assurances de char de ces gars-là sont plus chères. Sérieux? Ouais. Mais j'ai fait une requête aussi à l'assureur pour justement qu'ils revoient leur pratique parce que c'est très. Stéréotypé. C'est ça. Ça n'avait pas d'ouverture, puis je leur ai dit, ben, je vois pas pourquoi je paierais pas la même chose si vous me connaissez déjà en tant que conducteur avant. Voilà. C'est pas. La prochaine question. Est-ce que les gens vous traitent différemment depuis, avant et après votre transition? C'est bon. Moi, j'ai une théorie. J'ai l'impression que les gens devant des filles ils vont, je sais pas, être plus doux, tu sais, tandis qu'entre gars, c'est comme, hey, ça va, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que les gens se comportent pas de la même manière. Ben, l'accueil, la façon d'approcher l'autre aussi, c'est différent. Il y a des choses aussi que je pouvais dire ou faire en tant que fille, puis c'était comme correct. Mais là, depuis que j'étais un gars, tu peux plus. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très social, je suis quelqu'un de chaleureux. Moi, tu sais, les gens me font des câlins, puis je suis comme, ouh, un câlin! Genre, tu sais, c'est le fun. Mais là, je me suis rendu compte qu'un gars qui demande un câlin peut être mal perçu des fois. Tu sais, 2 filles qui se font une colle, c'est genre, ok. Mais 2 gars qui se collent, c'est comme, bromance. Ouais. Mais tu sais. Encore là, c'est un peu une masculinité toxique, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, il a fallu que je vive des moments un peu comme ça, que je suis comme, ben voyons, puis je me remette à me questionner aussi sur, Kim, c'est-tu juste moi qui vois ça? C'est-tu juste moi qui vis ça? Mais non, je pense que il y a des affaires qui changent entre le fait d'être une fille et un gars. Mais je crois que je suis pas traité différemment. Je suis juste vu comme étant quelqu'un qui a vécu une plus grande éventail de choses. Fait qu'au niveau des filles, je peux parler de n'importe quoi avec eux, puis je vais être capable, dans un certain point, d'être empathique puis de comprendre. Alors qu'avec les gars, ben il y a certaines choses que je comprenais jamais. Genre, à quel point ça fait mal de se faire kicker dans les couilles. Je peux pas te le dire, je sais pas. Mais, les règles, ça je peux t'en parler. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà. Il y avait la question, est-ce que tu as toujours été attirée par les filles? Mais est-ce qu'on en avait parlé tantôt? Je ne me rappelle plus comme on en a parlé avant de commencer. Ouais, je sais plus, on sait que t'es une blonde, en tout cas. Ouais. Ben, effectivement, j'ai toujours été attirée par les filles, là, donc même quand j'étais une fille, puis maintenant, ça a toujours été là, les filles. Tu sais, j'ai jamais vraiment ressenti d'attirance pour les gars. Tu me suis posé des questions à savoir, tu sais, c'est-tu juste moi ou c'est-tu quelque chose, c'est juste un gars qui m'attire pas ou tu sais. Mais ça, tu le su vraiment plus jeune, que t'étais aux filles, ouais. Ok. Ah non, ça a été quand même assez. Tu sais, mes crushs de célébrité, là, c'est ça. C'était toutes des filles, puis c'est ça. J'avais pas d'attirance, je sentais pas le besoin d'être proche des gars. L'espèce d'équipe, on est une team, je fais partie de l'équipe, tu sais, ouais, mais
J'avais pas l'impression que je pouvais être attirée par les gars. Et j'ai eu des blondes quand j'étais une fille. Et ça a tourné que, effectivement, c'est la très bonne catégorie. Puis je suis très heureux. Fait que, voilà. Mais est-ce que tu es déjà sorti avec un garçon avant ou jamais? Ben, sortir, oui, mais je pense que je suis sortie à cause de la pression sociale des autres et non parce que ça me tentait. Je voulais juste pas me faire écœurer, fait que j'ai sorti avec un gars, mais ça n'a pas duré longtemps, puis j'ai dit, tu sais, ça me tente même pas de t'embrasser, là, fait que on va couper ce coup. Voilà. Ok, prochaine question. Est-ce que ça a été difficile de trouver une relation amoureuse suite à la transition ou pendant la transition? Dans le fond, ça a-tu été difficile de trouver quelqu'un, genre? Ouais. Ben, non. J'ai été chanceux. J'avais des gens autour de moi, là, dans mes collègues, mes amis, tout ça. J'ai comme quitté de relation, puis quelques temps plus tard, j'étais déjà dans une autre relation. Je pense que j'ai vraiment été capable d'expliquer à la personne c'était quoi les grosses épreuves qu'on allait traverser ensemble. Et je lui ai toujours dit, je t'aime vraiment, mais si ce que je suis t'empêche d'atteindre tes rêves, faut pas rester ensemble. Parce que, je peux pas avoir d'enfants naturels. Fait que c'est plus compliqué, ça prend du temps, de l'argent, ça prend des procédures, tout ça. Il y en a que c'est pas important, puis ils sont comme, oh, c'est correct, c'est beau. Mais il y en a aussi que c'est vraiment important pour eux, puis malheureusement, il y a aussi des parents que ça l'effraie complètement, que leur enfant sorte avec quelqu'un qui est trans. On n'est pas malade, c'est pas contagieux, là. Mais l'affaire, c'est que ça peut être de la peur, parce qu'il y a de l'ignorance, si on peut informer, tout ça. Mais il y a beaucoup plus d'ouverture. Pour vrai, les parents là, d'aujourd'hui sont vraiment plus ouverts, puis à l'écoute là, des jeunes, donc c'est vraiment une bonne chose. Ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que j'ai capable d'être authentique avec les gens. Puis de me révéler au grand jour, puis ça n'a jamais été de cachette, là, c'est pas comme je parle sur internet avec quelqu'un, puis je suis comme, oh, je suis un gars, mais genre, tchut. J'ai toujours été moi-même, puis je leur ai dit à chaque fois, ben, tu sors avec moi, voici le paquet de troupes qui vient avec, puis c'est ça. Mais elle a été vraiment là, un des bons piliers, puis je pense qu'il y a une partie de moi qui serait pas autant à l'aise et authentique, là, ça n'avait pas été d'elle là, dans ma vie. Là, fait que... Tu devais tellement être stressée quand tu as rencontré ses parents? J'étais un ami avant, fait que c'est correct. Ah, ok. Ah, ouais. Tu connaissais déjà. Oh, ouais, là, moi j'étais un ami, puis à un moment donné, comme, oups, je suis devenu un chum, fait que ça a comme, ça m'est passé, là. Ah, parfait. Ah, c'est fort. Puis tu sais, j'ai perdu, mettons, 75% des amis, là, pendant que j'ai transitionné. Là, Ah, ouais, hein? Je me suis refait un cercle d'amis, là. Ouais. Genre à cause qu'ils comprenaient pas, ils acceptaient pas, ou? Ben, j'avais des amis qui me disaient qu'ils pouvaient pas être amis avec un faux gars. Je veux pas être associé à ça, mes parents seront pas d'accord avec ça. Je sais pas comment te parler, t'es-tu vraiment sûr? Ou c'est genre, tu veux juste attention? Ça me surprend. Mais j'ai eu des très bons amis qui sont vraiment restés là, dans ma vie. Puis, c'est là que tu vois les vrais amis. Là. Ouais. Fait que c'est quasiment une bonne chose. Hein? Les ouais. autres, on les veut pas. Tu sais, il y en a aussi des collègues que, tu sais, je leur ai dit, puis j'étais comme, tes commentaires négatifs, là, puis pas important, t'es garderas pour toi. Puis j'ai été vraiment là, super soutenu là, à la job, là, fait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis je pensais que les environnements de travail étaient difficiles, là, mais j'ai vraiment eu du soutien là, par autant mes supérieurs que mes collègues, là, fait que ça m'a vraiment bien été. Mais j'ai une question par rapport à ça. Genre, est-ce que ça. J'ai aucune idée, là. Est-ce que c'est plus difficile, des fois, de trouver un emploi à cause de ça? Ou genre, peut-être plus pendant la transition, là, plus aujourd'hui, mais. Ben, j'ai été refusé à un endroit parce qu'il était pas capable de mettre un genre sur mon nom. Ok. Fait que. J'ai pas. Dès que j'ai entendu des propos comme ça, j'étais comme, bon, ben, même si tu m'as embauché, je m'en vais parce que c'est toxique comme environnement. Ben, tu sais. Je m'entendais vraiment avec mes supérieurs comme une façon de faire, puis j'ai travaillé dans les constructions automobiles, j'ai travaillé en intervention, fait que c'est des endroits où comme, une fois que c'est dit, puis il n'y a pas de chichi. Là. Non, en intervention, on est quand même des gens ouverts d'esprit d'habitude aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça a vraiment bien été, puis tu sais, même dans les garages, là, tu sais,
une fois que je l'ai dit, c'était comme, ok, c'est beau, fait que maintenant c'est Olivier. Fait que ça a vraiment bien passé, puis j'ai vraiment eu une équipe là, super là-bas. Puis quand je suis arrivé dans la maison des jeunes, ben voilà, ça allait vite. La meilleure job. La dernière question, c'était pourquoi tu choisis le nom que tu as actuellement, mais tu as déjà répondu tantôt. Donc, c'est je crois qu'on peut dire merci d'être venu ici. Puis c'était. Oui, c'était vraiment intéressant. Ah ben super. Si vous avez d'autres questions, là, je suis tout oui. Là, je peux répondre à n'importe quoi. Là, pour vrai, tant qu'on peut informer les jeunes. Puis, tu sais, d'être là, c'est aussi pour vous si vous avez des questions. Même si moi j'ai vécu quelque chose, ça peut être totalement différent pour vous. Mais à un certain point, je peux vous aider à y voir un peu plus clair. Puis, c'est rare qu'un intervenant parle de lui-même parce qu'on se dit souvent comme ah, ben, c'est toi le spotlight, c'est pas moi. Mais je pense que j'ai beaucoup là, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui traversent des épreuves. Puis je me dis, ben, si moi de mon côté on m'a aidé, je peux aider quelqu'un à bon sens aussi. Donc, si vous avez des questions, ben, je suis disponible, puis ça va me faire plaisir aussi là, de répondre. Mais merci, puis je pense vraiment que ça va aider plusieurs jeunes qui se questionnent en ce moment. En tout cas, j'espère que ça va en aider. Si ça peut en aider juste un, moi je vais être contente qu'on ait fait ce podcast-là. Ouais, puis ça peut être aussi, c'est pas parce que moi j'ai transitionné que quelqu'un va le faire aussi, ou ça peut être, ben, je vois quelqu'un qui a fait un choix dans sa vie puis qui l'assume, ben, c'est à mon tour aussi de le faire. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est. Dans le fond, c'est comme un message de s'assumer, peu importe c'est quoi notre genre, comment on s'identifie. D'être soi-même, c'est ça l'important. Ouais, ben c'est vraiment d'être à l'aise avec soi, puis de se voir aussi sur le meilleur côté. Là, ça sert à rien de s'insulter dans le miroir, puis de dire qu'on est laid, puis qu'on est ci, puis qu'on est ça. C'est d'être capable de se trouver un ou deux points positifs, faire comment, ben crime, c'est vrai que j'ai des beaux yeux, ou c'est vrai que je suis quelqu'un de fin, ou c'est vrai que ça, j'ai réussi à faire ça. Donc, c'est de voir le positif, puis quand on pense au positif, ça nous amène du positif. Donc, d'être soi-même et de s'assumer, je pense que c'est vraiment un bon message. Vraiment. Oh, merci